Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La Santé Autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Aujourd'hui, nous allons parler du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Non, moi, je pense pas. Non, je suis pas, comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui fait une attention bien spéciale à mon alimentation. Mais je me fais des activités pour m'aider, il faut que je fasse du sport. Ça, c'est sûr que c'est là que je suis gagnant. Je sais pas. Je pense pas. Oui, je crois fermement. L'alimentation, ce qu'on met dans notre bouche, ça a ça a des conséquences sur tout notre système. Puis je pense qu'au niveau de dépression, ça aurait un impact très positif si les gens adaptaient l'alimentation. C'est sûr qu'il y a des aliments qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Je pense qu'il faut miser là-dessus, l'accessibilité. Je penserai pas. Pourquoi? C'est sûr, ça c'est sûr. Une bonne alimentation, faire de l'exercice, prendre de l'air, c'est le meilleur moyen qu'il peut y avoir. Il va de soi, en fait, que l'alimentation va avoir un gros impact au niveau de la santé mentale, dû à deux grandes facettes de la biologie. Premièrement, le fonctionnement de nos cellules et deuxièmement, en fait, toutes les molécules qui vont servir de neurotransmetteurs qui vont permettre à notre cerveau de fonctionner durant la journée. Donc, juste pour souligner peut-être un premier élément avant d'aller à nos experts. Aujourd'hui, nous allons avoir bien sûr les trois experts permanents de l'émission, dont notre médecin, notre pharmacien et notre naturopathe agréé, qui vont être suivis par une experte invitée qui est très connue, en fait, de la population, docteur en nutrition, Mme Isabelle Huot. Donc, juste un élément avant de commencer, une étude, en fait, que je voulais vous souligner. Au niveau du lien entre les oméga-3 et la dépression, une méta-analyse récente qui souligne 26 études cliniques, 2160 patients, qui viennent démontrer, en fait, une très, très grande significativité, donc des résultats probants avec beaucoup de démonstrations pour l'impact des oméga-3 sur la dépression, avec une dose, donc, qui va aller jusqu'à 1000 mg par jour d'AEP. Donc, sur ça, passons tout de suite à nos experts. Discutons de la question avec notre médecin de l'émission, Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour. Donc aujourd'hui, on parle du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Oui. En fait, l'alimentation, il faut comprendre que c'est beaucoup plus que des calories. En fait, l'alimentation dans chacune de nos bouchées, c'est en fait des millions d'informations biochimiques qui vont stimuler chacune de nos cellules, autant dans notre corps physique que dans notre cerveau, qui traduit les symptômes de santé mentale. À travers ces informations biochimiques-là, elles sont générées par des minéraux, des vitamines, des phytonutriments, donc des polyphénols, par exemple, qu'on retrouve dans les plantes. Et elles envoient les signaux pour permettre au cerveau de fabriquer les bons neurotransmetteurs en bonne concentration et d'assurer les fonctions cognitives, mentales adéquates. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on mange qui va être digéré, toutes les molécules de l'alimentation, finalement, qui vont se retrouver en circulation sanguine, vont servir, bien sûr, soit à influencer le cerveau, parce que ça va avoir un impact sur nos sentiments, ou encore à produire des molécules par le cerveau qui vont être utilisées de neurotransmetteurs. Exactement. Puis, la science est pensée sur le sujet quand même plusieurs fois. Là, il y a énormément de littérature qui soutient le fait d'avoir une alimentation saine, par exemple le régime méditerranéen, qui démontre une amélioration significative de la santé mentale des individus. Et à l'inverse, des gens qui pourraient souffrir de troubles psychologiques divers comme la dépression, l'anxiété, la schizophrénie ou toute autre problématique psychologique mentale pourraient grandement s'améliorer s'il y a un changement alimentaire passant, par exemple, de fast-food ou d'alimentation très transformée vers une alimentation très végétale, non transformée, très brute, naturelle, essentiellement. Ah bien oui, j'ai déjà vu, Anne-Isabelle, une étude avec des adolescents
qui montrait en fait qu'une consommation plus riche en légumes, ça a été fait en Australie, je crois, justement, chez des adolescents, qu'une consommation plus riche en légumes réduisait justement les tempéraments ou les tendances dépressives, en fait, chez les adolescents. Donc, j'en doute absolument aucun instant. Et en fait, il faut sentir aussi que la science, tranquillement, commence à varier les hypothèses qui ont été testées dans les dernières décennies où on associait la dépression à un manque de sérotonine. Et de plus en plus, on est en train de découvrir que ce n'est pas nécessairement seulement lié à la sérotonine, puis encore moins à son niveau. On pense que la dépression pourrait être plutôt reliée à de l'inflammation systémique. Puis d'ailleurs, ça a été très bien prouvé dans la maladie cardiovasculaire, où on sait qu'il y a énormément d'inflammation systémique qui est présente et il y a une forte corrélation avec les états dépressifs. Et on a évidemment regardé ces corrélations-là pour en faire plusieurs autres, en observer plusieurs autres dans différentes autres pathologies, le diabète, l'obésité, des maladies auto-inflammatoires, auto-immunes, où il y a des fortes corrélations avec des troubles de santé mentale conséquemment. Alors, il y a différentes hypothèses qui pourraient expliquer ça. La première, c'est que c'est sûr que l'alimentation transformée, qui déplète les aliments qui contiennent habituellement des vitamines, des minéraux, des phytonutriments, bien, les mécanismes de transformation, donc de cuisson, de transformation moléculaire, d'assèchement ou d'empaquetage, ça diminue énormément la charge nutritive des aliments, de sorte qu'on en absorbe un petit peu moins. Et tous ces éléments-là qui peuvent avoir un effet antioxydant pour calmer l'inflammation sont finalement détruits, puis pas en assez grande quantité pour essayer de compenser une charge inflammatoire qui pourrait être présente dans le corps. Il y a bien sûr aussi tous les additifs alimentaires qui sont utilisés Tout à fait, qui, à eux seuls, peuvent impacter la santé du microbiote, qui est l'autre phénomène aussi qui peut influencer largement le niveau d'inflammation dans le corps. Alors, notre microbiote intestinal, la quantité de microbes qui résident dans notre côlon, notre intestin grêle en petite quantité, vont avoir des méthodes de communication avec notre propre système immunitaire qui se situe là, à 70 % caché à travers les cellules, la paroi de notre système digestif. Alors, bien entendu, si on nourrit à travers notre alimentation nos bactéries du système gastro-intestinal de la mauvaise façon, avec des aliments transformés, des édulcorants, des émulsifiants, des antibiotiques, comme médecin, il faut être faut pas les oublier, tout à fait, il faut être très soucieux de ça, même des anti-inflammatoires, de la cortisone, des antiacides, des IPP qui vont modifier énormément le pH, qui vont affecter aussi la croissance des bactéries. On va finir par affecter la qualité et l'équilibre du microbiote et engendrer... Et là, ça va avoir des impacts sur notre santé mentale, nos risques de dépression. Par le fait de susciter l'inflammation systémique. Là. Et même l'anxiété. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Et ça a été, merci de nous avoir éclairé, en fait, sur tout le fonctionnement même du corps humain et l'importance de l'alimentation avec la santé mentale. Ça a été vraiment très intéressant. On passe maintenant à notre pharmacien. Nous allons aller voir qu'est-ce que M. André Perrault, en fait, pense du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Bonjour André. Bonjour. Donc, notre question d'aujourd'hui, est-ce que l'alimentation peut influencer la santé mentale comme la dépression ou l'anxiété? Oui, écoute, Éric, quand j'ai vu cette question-là, comme pharmacien, mon réflexe, c'était de penser à, on va analyser la sérotonine, la dopamine, etc., la noradrénaline. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'essayer d'aller voir si on ne pouvait pas trouver des informations intéressantes sur un aspect différent. Alors, j'ai trouvé un groupe de doctorants à l'Université de Toulouse, qui est en France, évidemment. En France. Et ces gens-là ont analysé à peu près tout ce qui s'était publié entre 2015 et 2020. En fait, ils ont répertorié, le chiffre exact, c'est 1391 recherches et justement de thèses de doctorat sur, les grands titres, c'était le lien entre l'alimentation et le bonheur. Okay. Chez les personnes. Donc, ils analysaient d'un côté le genre de diète que les gens avaient, qu'est-ce qu'ils utilisaient comme régime alimentaire, puis de l'autre côté, une évaluation de leur bien-être général, comment ils se sentaient dans la vie. Est-ce que c'était des gens optimistes, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une étude, mais c'est une analyse de tout près de 1400 études. Presque 1400 études. Et puis moi, je m'attendais à quelque chose d'extrêmement complexe là, qui serait sorti de ça. Puis c'était tellement simple que j'ai décidé que c'était facile à partager avec les gens. Ah. La première chose qui m'a surprise, c'était le premier élément qui survenait, c'était le lien entre la consommation de fruits et de légumes et la saine santé mentale. Alors évidemment, il y a des gens qui en consommaient genre 8 portions par jour, d'autres 0.
Et puis, le lien là, graphique là, était directement proportionnel. Là, on parle de bonheur, en fait. C'est une étude sur le bonheur. Carrément, ces gens-là essayaient d'évaluer de quelle façon ils étaient par rapport à la vie, comment ils envisageaient leur couple, comment ils envisageaient leur carrière, leur satisfaction générale, leur optimisme. Et puis, c'était directement proportionnel. Puis ça, je pense que c'est un message très simple. On ne va pas aller chercher des acides aminés complexes ou des nutriments spécifiques. C'était carrément cet élément-là qui ressortait en premier. Alors, je continuais à lire les conclusions, parce que c'était quand même un document d'une 30aine de pages, un résumé qui n'était pas trop complexe. Puis la deuxième conclusion m'a surpris autant que la première, c'était ils ont comparé les gens qui déjeunaient le matin et ceux qui ne déjeunaient pas. Moi, en première vue, je n'aurais jamais pensé que ça avait une influence significative, mais c'est simple, mais la différence était énorme, là. C'est-à-dire, entre les gens, justement, qui déjeunaient tous les matins, ceux qui déjeunaient occasionnellement et ceux qui déjeunaient pas du tout. Il y a des gens qui ne déjeunent pas le matin. Ah, ouais. Puis quand on comparait les deux extrêmes, là, c'était incroyable la différence. On parle de, chez les gens qui déjeunent tous les matins, 25 moins de dépression et de consommation d'antidépresseurs. Au niveau de ce qu'ils appelaient, ils mesuraient la détresse psychologique des gens, on était à 20 de moins chez les gens qui déjeunaient le matin. Puis au niveau de l'anxiété, on était à 12 Alors, je pense que c'est deux éléments hyper simples. Il y a des messages faciles à retenir au départ, là, au niveau alimentaire, c'est consommer le plus de fruits et légumes possible dans votre alimentation. Et, d'un autre côté, arriver avec un régime alimentaire régulier où vous déjeunez le matin et vous ne faites pas comme moi, je fais de temps en temps sauter des déjeuners. Ah, mais je fais, moi aussi, je fais du jeûne intermittent. C'est quand même préoccupant. Ça pose des questions. C'est préoccupant. Bien, puis je te résumerai en disant que ça s'explique facilement. Tu sais, on parle souvent de métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi? C'est le catabolisme, c'est-à-dire détruire, décomposer les aliments qu'on mange. Puis l'anabolisme, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Alors, c'est clair que c'était la bonne quantité je ne sais pas, les vitamines B qui sont les vitamines anti-stress, le tryptophane qui est un acide aminé qui est indispensable parce qu'on ne peut pas le synthétiser et qui est le précurseur à la fois autant de la sérotonine que de la mélatonine. Donc, le tryptophane, si tu n'en as pas dans l'alimentation, tu ne peux pas fabriquer l'hormone du bonheur et l'hormone du sommeil. Donc, c'est clair qu'il y a un lien. C'est préoccupant. Et c'est clair. Donc, on est ce qu'on mange. Alors, si on n'apporte pas les nutriments pour fabriquer les neurotransmetteurs, évidemment, on n'arrivera pas à une bonne santé mentale, c'est sûr. Donc, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est des données de la littérature qui nous montrent autant l'importance de ce que l'on mange, de quand on le mange en tant que tel. C'est vraiment... Oui, bien, c'est un résultat qui m'a surpris, mais en fait, c'est vraiment factuel parce qu'on ne parle pas de 8 ou 9 articles, là, on parle de près de 1400. Non, effectivement, c'est vraiment très, très intéressant. Mais merci beaucoup, André, en fait, d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Et nous passons maintenant à notre naturopathe. En fait, nous allons aller voir Dino Alicas, qui est président de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Bonjour, Dino. Bonjour, Eric. Donc, aujourd'hui, on parle du lien entre l'alimentation et la santé mentale. Puis, écoute, je pense qu'on doit reprendre ensemble où ce qu'on s'est laissé avec André Perrault tout à l'heure, avec notre pharmacien, où l'on parlait de qu'est-ce qu'il faut manger, mais aussi quand il faut le manger, en parlant de l'importance du déjeuner. Tout à fait. Il y a eu, André parlait d'une étude européenne à Toulouse, ça qui montrait, par exemple, que les gens qui déjeunaient avaient moins de troubles de santé mentale que ceux qui ne déjeunaient pas. Puis, il faut tout mettre en perspective. Je suis convaincu que certains des téléspectateurs, par exemple, qui font du jeûne intermittent ou qui sautent un repas ou quelque chose comme ça. Donc, il faut bien comprendre que si on ne déjeune pas le matin, mais qu'à la place, on va fumer une cigarette, on prend juste un café, puis le reste de la journée, notre alimentation est moyenne, ça va de soi qu'il risque d'avoir des problèmes. Puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en Europe, le déjeuner n'est pas nécessairement le même qu'en Amérique du Nord. On a tendance à manger des céréales sucrées, des toasts au caramel ou je ne sais pas quoi. Les Européens sont beaucoup plus... ils vont manger des salades avec des légumes, ils vont manger du poisson, du fromage pour déjeuner. Donc, oui. Tu viens de dire quelque chose de fort intéressant. J'ai déjà déjeuné en Norvège, dans un hôtel un matin où il y avait un buffet, puis là, je me suis dit, mon Dieu, le poisson fumé le matin pour déjeuner. J'ai fait... Absolument. C'est comme on n'est pas habitué à ça. Non, et pourtant, c'est que là, on avait l'occasion de manger très varié, de manger un repas très riche en nutriments. C'était autre chose. Là. Exactement. Donc, si on saute ce repas-là, qui est un repas important avec des nutriments, puis qu'on ne mange pas les bonnes calories le reste de la journée, il y a de fortes chances qu'on ait des problèmes de santé générale. T'sais, moi, la question, dès le départ, me paraît un peu ridicule si on répond
que ça n'a pas rapport, l'alimentation et la santé mentale. C'est comme, plusieurs personnes en ont parlé, mais je veux dire, c'est comme si le cerveau était complètement détaché du reste de l'organisme. Ouais. Si on a des problèmes inflammatoires, cardiovasculaires ou autres, il y a des bonnes chances que notre cerveau ne fonctionne pas normalement. Donc, c'est clairement important de bien manger. La période de la journée va être variable d'un individu à l'autre. Ce qui est important, c'est d'apporter tous ces nutriments-là. Et c'est ça, je pense, l'apport peut-être de nutritionnistes ou même d'un naturopathe agréé. On est des gens qui favorisons les bonnes habitudes de vie. Donc, notre rapport en santé mentale peut certainement être périphérique. Il y a des gens parfois qui doivent consulter en santé mentale. Ah, c'est évident, c'est évident. Puis je l'ai mentionné tout à l'heure, Dino, je veux le souligner, tu es le président de l'Association des naturopathes agréés du Québec. Donc, tu connais très bien, en fait, votre rôle à jouer avec les autres. Absolument. Dans une optique de santé intégrative, parlons-en, les gens qui vont avoir besoin d'avoir de services en santé mentale peuvent aussi référer à un naturopathe dans le but de s'assurer que tout le reste de leurs habitudes de vie vont les supporter dans la démarche. C'est ce qu'on souhaite. Souvent, les gens ont l'impression que, bon, je vais consulter un psychologue, un psychiatre, puis ça va régler mes problèmes, sans considérer le tout. C'est-à-dire, est-ce que je mange correctement au bon moment de la journée? Est-ce que j'ai mes oméga-3? Est-ce qu'on a parlé de tryptophane? On a parlé de zinc? On a parlé de différents éléments essentiels, la vitamine D. Donc, qu'est-ce qui, dans mon entourage, pourrait améliorer mes chances d'évoluer, de bien répondre à une thérapie, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est encore une fois toujours l'équipe traitante qui permettra d'améliorer la qualité des gens. Et clairement, l'alimentation a un rôle, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, j'aime beaucoup, en fait, l'idée d'avoir une naturopathie intégrative dans laquelle, en fait, on aurait de plus en plus de professionnels de la santé qui seraient ouverts justement, parce que la naturopathe est une façon d'amener l'ensemble du reste des considérations autour du patient en tant que tel. Je le vois, moi, toujours, quand je l'explique, comme une espèce de généraliste des saines habitudes de vie. Je ne dirais pas médecin, on n'est pas médecin. On ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas prescrire, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais souvent, on est capable de faire un portrait d'ensemble de l'individu, donc des différents déséquilibres qui peuvent apparaître, si on veut, dans sa vie de tous les jours. Et inévitablement, on regarde toujours les 4 piliers, je les appelle comme ça, l'alimentation, l'exercice, la gestion du stress et le sommeil. Mais dans toutes les facettes de la santé, c'est important. Quelqu'un qui dort pas bien, je veux dire, qui dort moins de 7 heures par nuit, c'est évident qu'il va avoir des problèmes de santé métabolique et donc probablement de santé mentale aussi. Donc, c'est important, je pense, d'avoir cet aspect plus global dans toutes les facettes, surtout des problèmes chroniques. Hein. On n'est pas dans l'aigu, là, dans les problèmes de santé mentale. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Dino, d'avoir partagé avec nous tes connaissances. Ça fut vraiment un grand plaisir de parler ensemble de santé intégrative. Passons maintenant à notre experte invitée, qui est une docteure en nutrition très connue. Nous avons la chance d'avoir avec nous Isabelle Huot, donc, qui va venir nous parler de l'importance de la nutrition en santé mentale. Bonjour Isabelle. Hey Éric, je suis contente. Bravo pour ce show-là. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content d'avoir l'occasion de parler avec toi de l'alimentation en lien avec la santé mentale. C'est très important. C'est important qu'on en parle. J'ai adoré le Vox Pop. Bravo, Linda, parce que la part disait non, l'alimentation, c'est la santé physique, on le sait, mais on a de plus en plus de données probantes aujourd'hui qui révèlent un lien entre ce qu'on mange et la santé psychologique, puis ça, c'est hyper intéressant. Ah oui, mais en fait, oui. tout ce qu'on mange, en fait, va nous alimenter, puis va alimenter notre cerveau. Le cerveau fait partie du corps humain. On a tendance à oublier que c'est un organe comme les autres aussi qui a besoin de tout l'apport nutritionnel. Bien, absolument. Aujourd'hui, j'ai 6 conseils pour les gens qui nous écoutent à la maison. D'abord, adopter le meilleur régime au monde. Lequel? Le régime méditerranéen. Ah, c'est le meilleur régime. Écoute, j'en parle depuis 30 ans, depuis que j'ai fini mon bac, en fait, à quel point cette approche-là, on parle de régime, c'est pas un régime pour maigrir, là, mais on a pu établir dans des études populationnelles que les gens qui ont une meilleure adhérence à ce pattern alimentaire-là ont moins de risques de dépression. Ça s'est confirmé par la suite dans des essais cliniques. Et c'est quoi la base de ce régime-là, en fait? Des fruits, des légumes, des noix, des graines entiers, du poisson.
un mode de vie agréable aussi. Je t'écoutais dans une conférence récemment, tu parlais de manger socialement, tisser des liens sociaux. Bien, on a ça dans cette approche-là et c'est absolument relié à une meilleure santé mentale. Donc, mettez du soleil. On sait que la Méditerranée, c'est du soleil. Donc, mettez du soleil dans votre assiette. C'est des aliments qui sont aussi non transformés. Tu sais, c'est quoi les aliments transformés? Oui, mais tu peux le rappeler, en fait, c'est une bonne idée. Il faut vraiment miser sur des aliments de base. Il y a une classification qu'on appelle la classification NOVA qui a permis de classer les aliments en 4 catégories, en fait. Et plus l'aliment est transformé, donc des aliments ultra transformés, on a du gras ajouté, on a du sucre, on a du sel, on a des additifs. Puis moi, quand je lis des listes d'ingrédients, là, avec tellement d'additifs, là, je me dis, bon, on devrait se tourner vers un produit alternatif. Et dans les études, on a pu démontrer que les gens qui mangent des aliments ultra transformés ont plus de risques de dépression, plus de risques d'anxiété aussi. Et au Canada, 50 de nos calories journalières là, proviennent des aliments ultra transformés. Et ça, Éric, il faut que ça change. Dans la population en général, tu veux dire? Quand on regarde la moyenne de la population, 50 de ce qui est consommé d'un point de vue alimentaire vient des aliments transformés. Oui. Les gens cuisinent plus la fin de semaine, mais la semaine, c'est quoi? C'est du prêt-à-manger avec full additifs, c'est des aliments dépanneurs du commerce avec beaucoup de sel, beaucoup d'additifs. Donc, mon conseil, c'est retournez à la base, inspirez-vous de la Méditerranée et puis cuisinez un petit peu plus. Puis, tu sais, sans faire des recettes super élaborées, là, mangez le moins transformé possible. Quand vous achetez des aliments qui ne sont pas des aliments de base, bien, lisez vos listes d'ingrédients. Ah, c'est un bon conseil. En fait, tu as dit 6 conseils. Le premier, c'est de manger méditerranéen. Oui. Le deuxième, manger naturel, le moins d'aliments transformés ou ultra transformés. Le troisième, puis tu en as parlé au début. Les oméga-3. Ah, les oméga-3, c'est tellement important. Malheureusement, au Québec, là, on dirait que les Québécois n'aiment pas assez le poisson. La consommation moyenne, là, c'est à peu près 1 fois par semaine du poisson, puis on devrait en consommer 3, 4 fois par semaine, dont minimum 2 fois du poisson gras. Toi, tu aimes ça, le poisson? Ah, moi, j'adore ça. Puis, je ne sais pas si tu savais, mais en Chine, ils ont montré un impact sur la longévité. Oui. Donc, les Chinois de la population qui mangent au moins 3 consommations de poisson gras par semaine ont une meilleure longévité que ceux qui en mangent rien qu'une. En fait, c'est que tu as une grande partie de la population chinoise qui c'est juste 1 fois par mois environ. Donc, c'est un grand écart, mais ils ont montré un impact sur la longévité. C'est fort intéressant. Absolument. Puis comme on n'arrive pas à rencontrer les besoins en oméga-3 avec l'alimentation, moi, j'encourage vraiment la supplémentation. Puis là, il y a une méta-analyse, je sais que tu adores les études, là, qui a été réalisée en 2019, où on voit clairement le rôle des suppléments d'oméga-3 sur la santé psychologique. Mais ça prend la bonne dose. On parle de 1 gramme de PA par jour, puis ça, dans l'alimentation, c'est très difficile à rencontrer, d'où l'importance de la supplémentation, du moins pour dépression légère à modérée. C'est sûr que dans des cas sévères, on ne peut pas remplacer la médication, mais ça peut être vraiment utile de combiner les deux aussi. Puis donc, 1 gramme, c'est quoi? 3-4 comprimés par jour? Oui, c'est 3 ou 4 comprimés par jour. Ça dépend des compagnies. En fait, il faut viser des produits qui sont plus riches, en fait, en oméga-3 pour réussir à avoir des doses thérapeutiques. Oui, puis plus le PA que le DHA. Dans le cas de la dépression. Dans le cas de la dépression, parce que DHA, c'est super bon aussi. Donc, c'est le 3e conseil. Ensuite, intégrer des sources de tryptophane, qui est un acide aminé, le constituant de base des protéines, qui est un précurseur de la sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être. Le problème, c'est que le tryptophane, acide aminé, ça vient des protéines. Dans la dinde, les produits laitiers, les œufs, là, j'ai vu qu'on a une belle photo là, avec des œufs. Donc, on a du tryptophane, mais pour faciliter son entrée au cerveau, ça prend des glucides. Parce que les glucides, avec l'insuline, bien, le tryptophane, c'est une porte d'entrée pour aller agir au niveau du cerveau. Donc, par exemple, d'avoir des sources de protéines, mais des glucides complexes aussi. Là, on ne tombe pas dans le pain blanc, dans le riz blanc, pas du tout. Là. On est vraiment dans des grains entiers. Ça va faire en sorte qu'on a davantage de sérotonine. Et puis, c'est le principe d'action des antidépresseurs. Plus de sérotonine, on se sent mieux parce que c'est le neurotransmetteur du bien-être. Donc, ça, c'est le 4e conseil. Ensuite, microbiote. Moduler le microbiote. Ah, le microbiote, là. Moi, je suis fan de microbiote parce que plus la science évolue, plus on se rend compte à quel point le microbiote influence tant
le surpoids, l'obésité, le diabète, l'inflammation, inflammation systémique, mais la santé mentale aussi. C'est notre deuxième cerveau, le système nerveux entérique. Et puis, constamment en relation, le gut-brain axis, l'axe intestin-cerveau qui communique. Puis on le sait, on a un événement stressant, on peut avoir des symptômes gastro-intestinaux. Et l'inverse aussi. C'est bidirectionnel, c'est ça? C'est bidirectionnel. Puis ce qu'on veut, c'est une flore diversifiée. Il y a la qualité des micro-organismes, mais aussi diversifiée. Puis comment on fait ça? Les fibres, les probiotiques, les prébiotiques, les polyphénols et le moins d'additifs et de faux sucres possibles qui vont perturber puis amener une certaine dysbiose dans l'intestin. Même faire attention à certains médicaments, comme les antibiotiques. Quand on prend des antibiotiques, on fait attention. Absolument. Donc, voilà. Et mon dernier conseil, rencontrer ses besoins nutritionnels parce que les gens qui ont des carences, entre autres, en vitamine B12, en vitamine B6, en folate, reliées à l'homocystéine, mais des gens qui ont des carences en vitamine D aussi, ont beaucoup plus de risques d'avoir de la dépression. Donc, la base, c'est vraiment combler ses besoins nutritionnels à travers l'alimentation, voire la supplémentation, parce que les carences, puis en zinc aussi, peuvent amener des symptômes dépressifs. Et puis, je dirais, mon dernier conseil, Éric, c'est de faire de l'activité physique. Il y a des études super le fun sur être à l'extérieur. Le contact avec la nature est très, très bon aussi parce que ça diminue le cortisol et ça fait en sorte qu'on se sent mieux. Wow, voilà. Quel beau tour d'horizon. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été avec nous. Puis bonne ça a été vraiment un grand plaisir de t'accueillir. C'est un bonheur. Merci. Merci bien. Donc, pour la conclusion, avec nos 3 experts permanents de l'émission, aujourd'hui, on est devant un sujet qui, même si d'un point de vue scientifique, tout le monde s'entend que c'est très important, l'alimentation pour la santé mentale, on a encore un manque au niveau de la population, en fait, de bien comprendre ou de penser avant tout, en fait, à aller vers là si jamais on a besoin, autant pour des cas d'anxiété, de dépression ou d'autres types de problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, j'ai un peu ma théorie là-dessus. Vous savez, au niveau médical ou même en pharmacie, c'est assez complexe d'établir le diagnostic puis le traitement, puis on en a déjà discuté. Tandis que si on prend la santé, si on prend le principe naturopathique de l'amélioration des habitudes de vie, c'est simple. Les 4 piliers, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le problème, c'est la mise en application. Donc, j'imagine, là, tu sais, en médecine, on peut avoir une complexité au début, mais après, ça peut se simplifier. Je sais pas si... Bien, la réalité en médecine actuellement, c'est que les durées de rendez-vous sont relativement restreintes. On a peu de temps avec chaque patient. C'est classiquement beaucoup plus facile de prescrire un médicament pour l'humeur, la régularisation de l'humeur, que de commencer à rentrer dans du counseling alimentaire puis d'habitudes de vie. Alors, facilement, la culture médicale nous fait pencher pour la solution pharmaceutique. Donc, il y a ici un clash peut-être de culture puis d'habitudes, là. Peut-être que tu le vois en pharmacie. Je pense que c'est un peu ça. Moi, la grande leçon que je tire des informations qu'on a partagées aujourd'hui, c'est au lieu de simplement dispenser la prescription et donner les conseils pour, mettons, l'anxiolytique ou l'antidépresseur, c'est de penser à inclure dans la prise en charge de mon patient, pas juste lui donner les conseils habituels, mais peut-être d'ajouter un volet alimentaire puis de lui faire penser, en plus, as-tu pensé que peut-être tu ne t'alimentes pas bien, tu nourris ton anxiété ou tu nourris ta dépression. Alors ça, c'est autrement dit, d'intégrer cette nouvelle notion-là dans la prise en charge de mes patients. Il faut faire un effort, il faut changer les cultures actuelles. C'est ça, exact. C'est peut-être le message à laisser finalement à la population, c'est qu'ils ont une partie de prise en charge de leur propre situation. Absolument. Évidemment, c'est plus compliqué de changer des habitudes, mais c'est probablement une des choses qui va les aider le plus. Non seulement en santé mentale, mais pour la santé en général. Oui, effectivement, en fait, oui, merci beaucoup, en fait, pour vos informations. Effectivement, il faut rappeler à tout le monde qu'on est avant tout responsable de notre propre santé, nous-mêmes. Donc, merci beaucoup, en fait, pour vos interventions. Écoutez, ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que les informations qu'on vous a données vont vous aider à avoir une meilleure connaissance de l'importance de l'alimentation en santé mentale. Je vous invite bien sûr à partager ces connaissances avec vos amis, votre famille. Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Nous parlons des douleurs chroniques et des approches complémentaires, en fait, pour la douleur chronique. Vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant. À bientôt.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.